Alors voilà, les spectateurs peuvent se regarder comme dans une glace, puisqu'en ce moment notre réalisateur Daniel Koster est en train de vous montrer une image de cet environnement du CNITS. C'est vraiment très très beau, je dois le dire. C'est assez impressionnant de se trouver là ce matin. Réalisation que nous avons faite ici, ce départ ici qu'a pu réaliser TSO grâce à la SARI et grâce à Christian Pellerin, le PDG de la SARI, qui était à mes côtés hier soir en direct dans le journal de 20h. Alors j'en profite aussi pour vous donner quelques rendez-vous, puisqu'il y a une petite halte là dans le départ des camions. J'en profite pour vous donner les rendez-vous de la 5. Tous les matins, il y aura bien évidemment pour les leftos un résumé de la course dans le journal permanent. Il y aura un rendez-vous quotidien de 20 minutes dans l'émission publique entre 11h30 et 12h30. Bien évidemment, le Dakar en direct à mi-étape dans le journal de Jean-Claude Bourret entre 12h30 et 13h30. L'arrivée en direct entre 18h30 et 19h chaque soir. Rendez-vous ensuite dans le journal de Guillaume Durand à 20h. Et puis la spéciale durera environ 40 minutes chaque soir à partir aux alentours de 22h15, avec Pierre Congioni, Fabrice Balédan et toute l'équipe ici sur le Dakar, qui représente, je peux vous le dire, environ une cinquantaine de personnes, tandis que vous découvrez là le parc des voitures, motos et camions. On passait la nuit ici sur cette dalle du CNIT après avoir été nettoyé, il le fallait, suite au prologue très boueux d'hier. Oui, il faut préciser que ça aussi c'est assez symbolique. Les véhicules partent propres, quelles que soient les épreuves auxquelles ils se sont livrés auparavant. C'est-à-dire qu'après chaque prologue, il est toujours prévu justement une petite séance de nettoyage pour les entreposer. C'est d'ailleurs indispensable parce que si cette boue se solidifie, se rigidifie, après il est très difficile d'intervenir mécaniquement sur les véhicules pendant toute la durée du rallye. Donc c'est important de partir au moins propre d'ici. Alors, c'est un camion Renault que vous découvrez ici, un CBH 340-6.6, je dis ça pour les spécialistes. C'est un équipage totalement français avec Blandin, allons-y, mais pourquoi pas, et puis Kabash. Oui, des camions qui se succèdent maintenant, vous voyez que ce sont des camions plus volumineux, plus lourdement chargés, qui sont des camions d'assistance bien sûr, les meilleurs sont partis en premier. Je crois qu'en ce qui concerne ces camions, on peut s'attendre à une lutte entre les Tatra tchécoslovaques, qui ne sont absolument pas chargés du tout, alors qu'ils sont des camions de série, nous l'avons dit et nous le répéterons régulièrement, qui sont des camions qui ne sont pas modifiés, mais qui sont presque conçus pour la course maintenant, puisque Tatra s'est impliqué depuis quelques années dans cette course camion. Ils seront opposés aux Mercedes de Georges Groine, ils seront opposés aux Perlini italiens, qui sont des camions extrêmement rapides. L'usine italienne Perlini s'était engagée vigoureusement dans le Dakar en 1988, et malheureusement, elle a été terriblement déçue de voir que les camions n'étaient pas au départ en 89, mais ils ont poursuivi le développement, et ils sont là à nouveau. Donc je pense que la lutte devrait se circonscrire normalement entre ces Tatra, les Perlini, le Mercedes de Groine, sans oublier les camions Kamaz soviétiques dont on ne sait pas grand chose. Ils étaient simplement venus en équipe d'usine déjà sur l'épreuve Objectif Sud de Georges Groine, où ils ont réalisé de belles performances, mais reste à savoir ce qu'ils donneront sur une très longue épreuve comme le Dakar. Ce sera peut-être la surprise après tout. Et là on rejoint aussi d'ailleurs l'ADAPOC du côté voiture. On ne sait pas exactement ce qu'elles feront avec Jackie X et Tandem, mais finalement ce sera peut-être la surprise. Alors tiens, puisque Gilbert Sabine nous rejoint maintenant. Gilbert, vous avez assisté, vous, sur place, parce que nous sommes un petit peu décalés. Là, nous vous faisons ces commentaires, on vous dit tout, sur un retour image, mais nous sommes sur place, bien sûr. Ça se passe bien, le départ des camions? Ah oui, ça s'est très bien passé, dans la bonne humeur, les coups de klaxon légendaires des camions, évidemment. Mais je sens qu'ils sont très heureux de revenir dans la course. Et vous aussi, hein, ça se voit. Oui, nous aussi, tout va bien. Ils font partie intégrante de la course, et on a besoin d'eux. Oui. Parce que c'est vrai qu'un Dakar sans camion l'année dernière, c'était quand même un Dakar. Ça ne dévalorise pas les performances des champions qui ont participé au Dakar de l'an dernier, mais ça n'est pas complètement Dakar. Hein. C'est exact. Un Dakar sans camion n'est pas un vrai Dakar. Alors quel piment peuvent-ils apporter justement? Ils amènent d'abord, c'est très spectaculaire à voir. En plus, ils sont toujours très sympathiques, malgré les ennuis qu'ils peuvent avoir sur la piste. Ils ont toujours une humeur égale. Ensuite, le soir en bivouac, je crois que leur bouffe n'est pas mauvaise. Oui. Ils attirent... ça intéresse tout le monde, ça intéresse tout le monde, ça attire beaucoup de sympathie. Et puis sur la piste, ils donnent souvent un coup de main à des voitures ou à des motos qui sont en difficulté. Non, vraiment, on a besoin des camions. Il y a une ambiance
qui est nettement meilleur quand les camions sont là. Alors, quels sont les risques que peut entraîner la présence des camions? Parce qu'il y a aussi des gens qui disent ah bah oui, mais les camions, ça peut provoquer des accidents. Non, absolument pas. Il n'y a aucun risque maintenant. Ce sont des camions de série améliorés. Il n'y a plus les monstres que l'on a pu voir sur le Dakar il y a quelques années. Et c'est aussi bien parce que les protos en camion, en réalité, très peu de pilotes peuvent les mener. À part de Roy, moi, j'en vois pas d'autres. Et avec les camions qui sont là, c'est une marge de sécurité énorme. Bien, tout va bien jusqu'à présent? Tout va bien. Ça a été peut-être pour moi la nuit la plus longue, parce que j'attendais une autorisation, une confirmation libyenne. Mais j'ai le Telex dans la poche et je veux annoncer maintenant que nous irons à Tripoli. Nous irons à Tripoli en bateau, comme la chanson. Tripoli en bateau. Et nous pourrons accoster surtout. Et nous pourrons accoster, comme le dit la chanson. Et débarquer. Merci Gilbert Sabine. On se retrouvera dans le courant de la matinée puisque nous sommes en direct à l'antenne jusqu'à environ 10 heures avec des alternances et d'autres informations. Vous savez que l'actualité est très chargée. Et j'ai à côté de moi le maire de Dakar. Bonjour monsieur le maire. C'est très sympathique d'être ici. Vous faites le CNIT et nous nous rendrons au Lac Rose, merveilleusement situé à Dakar, où on a l'habitude, où le Dakar arrivera pour la 12e fois et sera reçu comme d'habitude grâce à vous. Naturellement, la ville de Dakar, la population du Sénégal s'apprête à recevoir les concurrents qui vont participer à ce 12e rallye. Pour moi donc, c'était l'occasion de venir voir ici même comment s'organise ce grand convoi qui est pour nous non seulement une aventure, mais un moyen de renforcer l'unité entre le continent européen et le continent africain. Qu'est-ce que, justement, quand on parle de l'Afrique, souvent, les gens connaissent très bien Dakar à cause du Paris-Dakar. Et qu'est-ce que le Dakar, comme on dit, qu'est-ce que ce rallye a apporté à votre ville, monsieur le maire? Apporter beaucoup de choses. C'est d'abord Dakar comme symbole, comme en raison de sa situation géographique, mais également en raison du rôle que le Sénégal a joué dans l'histoire de la France. On s'en souvient que beaucoup de soldats sont morts pour la liberté. C'est donc pour nous, partant de Paris, arriver à Dakar, c'est contribuer à renforcer cet axe entre la France et le Sénégal. Naturellement, Dakar était connu bien avant le rallye. Bien avant le rallye? Oui, absolument. Mais ça a renforcé également. Absolument, ça a renforcé. Vous l'avez signalé, en ces temps où d'autres peuples cherchent la liberté avec un prix très cher à payer, on se souvient qu'effectivement des Sénégalais et des Français l'ont conquise au coup d'un coup. C'est une longue histoire commune et nous allons continuer à renforcer cette amitié entre la France et le Sénégal. Merci infiniment, monsieur le maire. C'était donc le maire de Dakar qui était à l'antenne avec nous. Et j'en profite, si des Sénégalais nous regardent, pour leur souhaiter à eux aussi un très bon Noël en attendant de les retrouver du côté du 16 janvier sur le Lac Rose. Jean-Luc, où en est-on dans l'instant-là? Eh bien, le dernier camion vient de s'élancer à l'instant, c'est-à-dire qu'il s'agissait du camion Astra de Bruzzi et Villa. Donc c'est terminé pour les camions. Maintenant, nous allons avoir un petit break d'environ 14 minutes jusqu'à la première moto qui s'élancera depuis ce podium ici à 6 heures très exactement. Donc ce sera bien sûr la machine qui porte le numéro 1 et qui a eu des problèmes hier, vous vous en rappelez, dans le prologue également. On a entendu il y a quelques instants également les cornes de brume de ces camions. Ça aussi, ça fait partie du folklore du Dakar. Ils sont toujours très applaudis sur la descente en France et ils n'hésitent pas à utiliser justement ces fameuses cornes de brume qui, aussi poussées le soir dans le désert, peuvent contribuer à l'ambiance du Dakar. Oui. La nuit aussi, quand on dort comme ça, histoire de faire coucou, parce que j'en profite, je fais une parenthèse, je m'adresse directement là à notre régie finale à Paris. Je leur signale que nous avons 14 minutes donc devant nous sans départ. S'ils veulent en profiter pour passer soit les publicités, soit le journal permanent, ils sont les bienvenus. Voilà, ils m'ont entendu, ils peuvent me répondre. Pendant ce temps-là, je vais vous parler de l'ambiance Dakar un petit peu, parce que le Dakar, c'est la piste, c'est Paris, c'est Dakar, c'est le Lac Rose, mais c'est aussi la vie spécifique du soir, je trouve pas le mot. Du bivouac. Du bivouac, voilà. Je le trouverais le bivouac, mais je trouvais pas le mot. La vie du bivouac, et je crois que c'est tout à fait, on voit un contrôle ici, premier contrôle pour ceux qui prennent l'antenne maintenant du Trocadéro, contrôle obligatoire bien sûr, c'est le premier du Dakar.
je referme la parenthèse pour vous dire que c'est exceptionnel pour des journalistes de suivre le Dakar. Pourquoi? Parce que dans toutes les épreuves que des journalistes sportifs ou journalistes tout court peuvent suivre, en général, ils interviewent, ils relatent les faits, et puis ensuite ils vont interviewer les joueurs, les coureurs, etc. Bon. Et puis chacun rentre chez soi ou chacun à son hôtel. Or, la particularité du Dakar, c'est que nous vivons, mais nous vivons 24 heures sur 24, tous ensemble, concurrents, journalistes, intendances, dirigeants. C'est une véritable famille. Alors il y a des jours où on rit, il y a des jours où on est plus triste, mais j'espère qu'il n'y aura pas de jour triste cette année. Et c'est ça l'ambiance du Dakar, c'est ça ce bivouac, c'est que nous vivons toute la journée ensemble, les uns relatant les faits des autres, et le soir tout le monde dîne ensemble, on monte notre tente les uns à côté des autres, et nous dormons les uns près des autres. C'est effectivement cette solidarité qui doit être soulignée, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une des seules épreuves sportives en tout cas qui permettent aux journalistes de vivre peu ou prou le rythme des concurrents. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes contraints de voyager en avion en ce qui concerne l'antenne et en ce qui concerne les moyens rapides de diffusion. Mais nous avons quand même 6 voitures avec 6 équipes de tournage, reporters et caméramans. Hein. Voilà, et ce sont des gens qui... Plus 3 hélicoptères. Voilà, et ce sont des gens qui avalent, eux, la piste exactement comme les concurrents. À un rythme forcément plus lent parce qu'ils doivent à tout prix parvenir à l'étape puisqu'ils ont une mission à assurer. Et également, ils s'arrêtent pour filmer dans les beaux endroits et pendant la journée. Donc c'est forcément plus difficile, plus long, plus pénible, et eux aussi sont logés à la même enseigne évidemment sur le plan du confort. On en a parlé tout à l'heure alors que l'ambiance est en train de monter bien sûr, puisque les motos ne vont pas tarder à se préparer. Il va s'agir de la Suzuki 125 de Beaufarul tout à l'heure. Donc on parlait de cette ambiance du bivouac où tout le monde se retrouve et exactement dans les mêmes conditions, c'est-à-dire dans les conditions du camping, alors que oui, la sono, vous l'entendez maintenant, derrière nous est en train de monter en puissance évidemment, puisqu'il y a ici des milliers, sinon des dizaines de milliers de personnes autour de nous. Donc on va vous décrire maintenant cette ambiance du départ du Dakar qui fait aussi partie du folklore de la course. Évidemment, il y a eu des endroits différents, nous vous l'avons dit. Le départ a d'abord été donné depuis la place du Trocadéro, que vous avez aperçu tout à l'heure lors des contrôles de passage. Ensuite, nous avons émigré sur la place de la Concorde, où le départ a été donné pendant 4 années de suite. Et puis à partir de 1985, le départ du Paris-Dakar a été donné devant le château de Versailles, sur la place du château de Versailles, avant de venir porte de Versailles en 1989, et maintenant nous sommes ici devant ce palais du CNIT où vous le voyez, l'ambiance est en train de monter là derrière nous pour le départ de ces premières motos. Alors la première moto, ce sera une 125, celle donc de Beaufarul, une Suzuki. Ça c'est véritablement de l'héroïsme, Gilles, parce que les vrais héros du Dakar, ce sont les motards. Ce sont les motards, et l'année dernière il y a des 125 qui avaient fait de très belles prestations. Oui, déjà parvenir à Dakar, c'est déjà une magnifique performance dans la mesure où évidemment la puissance est nécessaire pour passer dans les dunes de sable, et un homme normal, un pilote équipé ne pèse jamais moins de 75 kg, et la puissance très limitée des 125 pose de graves problèmes dès qu'il y a du sable, dès qu'il y a beaucoup de dunes. Alors vous faisiez un peu, à juste titre, l'éloge des motards dans le Dakar.